La conférence B3 Build Back Better sur le thème des apports des acteurs de l'assurance au faire et reconstruire mieux a réuni plus de 150 participants dans l'auditorium de la FFA sur l'ensemble de la journée du 8 septembre 2017. Elle a été organisée par la mission Risques Naturels, l'agence Qualité Construction et l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles, avec le concours de la Fédération française de l'assurance, de la Compagnie des experts et de la Fédération des sociétés d'expertise. Cette seconde partie expose les principaux résultats des études techniques menées en France présentées lors de la conférence. Ces présentations faisaient suite à des exemples de bonnes pratiques étrangères, Espagne, Norvège et Suisse. Elles ont été suivies par des échanges qui ont permis de mettre en évidence la nécessité de passer de l'expérimentation à l'opérationnel. Build Back Better, pour nous, c'est connaître les véritables enjeux, les prendre en compte, les faire partager. Donc le rôle et la capacité de l'industrie de l'assurance, c'est l'observation de la sinistralité, des pathologies qui découlent de ces événements et qui peut être une source de connaissances nécessaires au Build Back Better. Les acteurs de l'assurance ont une position privilégiée qui est celle d'observateurs de la sinistralité et de l'endommagement. On dispose donc de deux types de données, ce qu'on appelle les données générales de sinistralité, mais aussi dans certains cas, lorsque le sinistre dépasse un certain montant, l'assureur peut décider de faire appel à un expert d'assurance pour lui demander de faire une analyse plus fine de l'endommagement. Des rapports sont produits et donc de la donnée sur différentes composantes de l'endommagement existent et peuvent être collectées, capitalisées pour justement constituer cette manne d'informations qui peut servir l'ensemble des acteurs de la construction et de la réparation. Ce que l'on a voulu mener dans le cadre des travaux qui ont été réalisés à la fois par la MRN et par les réseaux d'experts que sont Elex et Saretec, c'est différentes expérimentations sur l'usage qui pourrait être fait de ces deux types de données, de sinistralité et d'endommagement, à différentes échelles et pour différents aléas, que sont la sécheresse géotechnique, l'inondation, la grêle et la tempête. On va essayer de vous montrer justement comment, en exploitant ces deux types de données, on arrive d'ores et déjà à avoir une visibilité, une amélioration de la connaissance et puis des pistes de réflexion en termes de faire et reconstruire mieux. Pour 10 800 communes, il y a eu 37 000 demandes, 22 000 arrêtés qui ont été délivrés favorablement et 15 000 arrêtés qui n'ont été délivrés de façon défavorable. On a porté l'étude sur l'analyse de cette sinistralité pour les biens sinistrés dans des communes non reconnues. 74% des communes demanderesses sont concernées par au moins un cas de non-reconnaissance et 32% n'ont jamais été reconnues CatNat. Ce refus systématique concerne plus de 150 communes de plus de 10 000 habitants. Sur la période 2003-2015, on estime que 5,5% des maisons individuelles exposées dans des communes reconnues CatNat ont été sinistrées, avec un coût moyen qui s'élève à 16 300 €. Nous avons donc utilisé ces résultats pour estimer le coût probable de la sinistralité pour les communes jamais reconnues CatNat et très exposées. L'exercice a également été répété afin d'estimer le coût probable de la sinistralité non reconnue CatNat dans son ensemble, ce qui représente un coût total probable de 5 milliards d'euros. En croisant les indicateurs de sinistralité, d'exposition et de prévention, nous remarquons que les communes les plus exposées sont rares à bénéficier d'un plan de prévention, aussi bien pour des communes toujours reconnues que pour celles qui n'ont jamais été reconnues. En ce qui concerne les perspectives d'amélioration de la connaissance, il y a plusieurs axes à développer. Pour mieux connaître la sinistralité, notamment non reconnue, c'est de connaître dès l'origine les demandes qui sont faites par les communes et en général le nombre de sinistres qui sont déclarés par commune. C'est une donnée que nous n'avons pas aujourd'hui et que nous souhaiterions avoir pour avoir une meilleure approche du risque et ne pas attendre la parution des arrêtés CatNat pour connaître enfin le sort qui attend les clients sinistrés quand on est assureur. Concernant le nombre et le coût des sinistres par commune, on a souvent des enveloppes ou des fourchettes et on souhaite pouvoir affiner les données à la commune en nombre et en sinistres. Donc ça c'est quelque chose en coût et ça c'est quelque chose qu'on peut faire à partir des données, mais on n'a pas pour l'instant professionnellement l'ensemble des données sur le sujet.
Et puis ensuite, concernant la nature et la sévérité des dommages, autrement dit la partie la plus build back better, l'ensemble des dommages consécutifs, la fissuration des cloisons et ainsi de suite, enfin, tout ce qui est la conséquence, c'est encore un travail à faire dans l'esprit du build back better. L'événement de Seine-Loire 2016, donc, qui a eu lieu en mai-juin l'année dernière, pour lequel nous avons eu 27 départements touchés, 1 milliard de dégâts qui sont estimés. Nous avons également 1372 communes qui ont bénéficié d'un état de reconnaissance catastrophe naturelle et ces communes pèsent pour près de 92% de la charge totale de l'événement. Les profils de sinistralité à l'échelle de l'événement démontrent une majorité écrasante des sinistres des particuliers, que ce soit en termes de coûts et fréquences. 9% des communes seulement englobent 80% de la sinistralité totale et parmi les 5 communes les plus sinistrées, ces dernières cumulent 20% de la charge totale de l'événement. Sur le bâti, on a essayé d'aller un petit peu plus loin en termes d'analyse. Et on s'est vite rendu compte qu'il existait assez peu d'éléments chiffrés, en tout cas, sur la nature du dommage en composantes à l'intérieur du bâti. Quand on a voulu observer les corrélations entre les composantes entre elles, on a trouvé finalement 3 types d'endommagement pour cet événement. Un type de dommage plutôt intérieur, de dommages qui sont plus fréquents, qui pèsent pour 95% de la charge sur le bâti, avec un coût moyen qui avoisine les 3 000 € pour ce dommage intérieur. Et on y retrouve bien sûr des composantes de revêtement, les composantes de cloison, les diverses menuiseries également. Un deuxième type de dommage est plutôt centré sur les dommages extérieurs cette fois-ci, qui pèsent pour 2% de la charge. On y trouve notamment les dommages aux façades et vérandas qui sont eux peu fréquents avec des coûts moyens qui avoisinent les coûts du type de dommage précédent. Et on a enfin un troisième type de dommage qui se dégage, des dommages structurels qui eux se produisent très peu souvent mais qui par contre coûtent très cher lorsqu'ils se produisent. On a des coûts moyens qui sont très élevés. La pose de bâtards d'eau et l'utilisation de matériaux résistants, elles pourraient notamment réduire assez fortement ce coût des dommages dans certains cas, dans certains sinistres. Relever les réseaux équipements de génie climatique, une mesure qui est déjà proposée dans certains PPR, permettrait de réduire ce coût de sinistre. Quand on étudie ici, par exemple, la rue Benoît, qui est entourée en bleu, on observe d'abord une architecture homogène du bâti, on observe également une homogénéité de l'aléa, les hauteurs d'eau ont été similaires dans ce quartier, et pourtant on a quand même des points de sinistre qui diffèrent très fortement en termes de coûts. Ces deux maisons voisines, qui sont en apparence tout à fait similaires, elles ont toutes deux été sinistrées, et le coût du sinistre de l'une est pourtant 10 fois supérieur au coût du sinistre de l'autre. Et on peut se demander, sans toutefois arriver à le savoir, si des mesures de protection individuelles ont été appliquées sur la maison qui a coûté le moins cher en termes de sinistre. Pour cet aléa, on a ciblé les orages de grêle de juin 2014, de la Pentecôte 2014, qui avait touché un bon tiers nord-ouest de la France. L'essentiel du coût de cet événement porte évidemment sur la composante charpente-couverture, essentiellement sur la couverture. D'une manière générale, on distingue deux types de dommages. Des dommages directs qui sont liés au choc des grêlons, soit 86% du coût. On y retrouve ces composantes que sont les couvertures, les menuiseries, les éléments de structure, toutes les composantes qui sont directement exposées aux grêlons. Les dommages de mouille, c'est-à-dire des dommages qui sont consécutifs, qui sont générés par des dégâts des eaux, qui représentent 14% du coût. Cette analyse qui a été faite de manière visuelle, mais en remontant la géolocalisation des lieux de sinistre, ceci me permet d'introduire le fait qu'en mettant en place les nouvelles technologies d'intelligence artificielle et de reconnaissance d'images, on pourrait être en mesure, de manière beaucoup plus automatisée et massive, sur des événements divers, d'analyser les natures de bâtiments et en déduire des coûts moyens beaucoup plus facilement. L'événement Egon, c'est une tempête hivernale avec des vents moyens, avec une période de retour courte. On a tenté de définir les corrélations entre les causes et les conséquences. Pour la charpente et la couverture, on a des coûts moyens de 1 511 € et 1 700 €, et que également
La façade des bardages représente le plus fort coût avec 1 844 €. Et on peut aussi ressortir le portail et les clôtures, qui représentent aussi un coût assez important. En termes de part de contribution au coût moyen, le portail et les clôtures représentent près de 25%. Des préconisations et des conseils de prévention pour les particuliers occupants d'une maison en zone urbaine discontinue ou agricole ont pu être faites. On a aussi essayé de voir pour tout ce qui est reconstruire mieux ce qu'on pourrait faire. Augmenter la résistance des bardages au choc mécanique, augmenter la résistance des portails aux effets directs du vent, augmenter la résistance des volets roulants aux effets de succion.